Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des manoirs les plus hantés d'Écosse. Celui qui fut le théâtre de plusieurs phénomènes étranges et qui fera l'objet des premières enquêtes paranormales. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue à ce second rendez-vous d'histoire parallèle. J'ai tenté de résumer un maximum tout en gardant l'essentiel car il existe plusieurs versions de ces faits. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement et ouvrez bien vos pavillons. La famille Stuart. Nous sommes en 1806 dans le petit village de Strathay. La famille Stuart, descendante de Robert II, roi d'Écosse, rien que ça, vivent paisiblement dans leur demeure fraîchement construite dans la propriété familiale. La même année, les Stuart eurent un enfant du nom très original de Robert. Quelques années après, en 1825, Robert, tout juste âgé de 19 ans, rentre dans l'armée et partira dans les Indes afin de servir son pays. En 1834, son père décédera et Robert devient donc l'héritier du domaine. Le retour. En 1850, à la fin de son service, il revient dans son pays et puisqu'entre-temps le manoir avait été loué, il dut occuper une petite dépendance au fond du jardin en attendant la fin du bail pour s'y installer à son tour. Les villageois percevaient Robert comme quelqu'un d'assez excentrique, il était chrétien protestant et sa carrière en Inde lui a apporté d'autres horizons spirituels comme la foi en la réincarnation ou la transmigration de l'âme. D'ailleurs, il en jouera puisqu'un jour il taquinera son jardinier en lui disant qu'il se réincarnera en taupe et qu'il serait condamné à hanter le jardin à jamais. Celui-ci se mit en colère et rapporta ses propos blasphématoires dans tout le village. Mais en même temps, les Écossais ont l'habitude de ce genre d'histoire. Robert Stuart vivait avec sa femme Isabella et ses chiens pour lesquels il avait un amour immense. Robert, croyant en la vie après la mort, aurait souhaité être réincarné dans l'un de ses chiens favoris, un épagnol noir. Une triste fin. À la fin de sa vie, notre major était devenu plus solitaire et il préférait la compagnie de ses animaux à celle des hommes. Il a 14 chiens et la seule personne à part sa femme qui pouvait réellement l'approcher était sa servante et amie, Sarah. Malheureusement, le 14 juillet 1873, Sarah, atteinte d'une mystérieuse maladie, succombera à 27 ans en seulement 3 jours, et ce dans la chambre de Robert. Retenez bien ce détail. Ils étaient tellement proches de Sarah que le couple restèrent au chevet de la malheureuse pendant les 3 jours de souffrance. Ils décidèrent ensuite de l'enterrer dans leur propriété. Et en 1876, Robert Stuart mourut à son tour et fut enterré auprès de Sarah ainsi qu'un vieux serviteur indien. Isabella, sa femme, le suivra 8 ans plus tard, en 1884, mais concernant la date exacte, ça reste un mystère entier. Enfin, comme toute cette histoire, vous le verrez bien. Ce qui est plus mystérieux est qu'il n'y ait aucune sépulture, aucune pierre tombale, sans signe religieux, enterrée à même la terre. Bon, c'est peut-être une tradition indienne, qui sait. Vu que le couple n'avait pas d'enfant, c'est le neveu de Robert, John Stuart, qui hérita du domaine et viendra y vivre. L'héritage. John détestait son oncle par ses excentricités et donc, attention les oreilles, ordonna de faire abattre les chiens de son oncle en commençant par l'épagnol noir. Peut-être qu'il avait peur que son oncle se soit réincarné dans l'un d'eux, en tout cas, mal lui en prit Ouistiti. Et je dis Ouistiti, je fais ce que je veux. À peine John et sa femme installés, ainsi que leurs serviteurs, que les phénomènes paranormaux allaient commencer à apparaître. La femme de John va sentir de fortes odeurs de chien dans le bureau de son oncle comme si ceux-ci étaient encore en vie. Elle voudra aérer en ouvrant toutes les fenêtres mais rien n'y fait, l'odeur persiste. À tel point qu'elle va sentir un frôlement sur sa jambe, comme si un chien passait par là. Ce à quoi elle quitte le bureau à toute allure et en criant à l'aide.
Quelques jours passent dans le calme, mais les phénomènes vont repartir de plus belle avec des bruits de pas, de coups, de détonations, des voix qui semblent se disputer, et tout ça dans la chambre de Robert. Très vite, les rumeurs vont éclater et le manoir va être réputé pour être hanté. Même l'une des servantes donnera sa démission, tant cela devient insupportable. C'est sûr, c'est l'âme du major qui rôde car il n'a pas trouvé le repos, pensent tout de suite les employés de la maison. Les enfants de John sont si effrayés par ce phénomène que celui-ci fit construire une aile loin de la chambre de l'oncle maudit. Une retraite. En 1892, le père Hayden reçut l'autorisation d'organiser une retraite pour des religieuses dans la petite maison au fond du jardin. Celle-là même où Robert s'était installé en 1850. Les religieuses allaient donc s'y installer alors que le père Hayden allait loger au manoir. Et bien sûr, comme tous les autres, il rapportera qu'il fut dérangé par des portes qui claquent, des éclats de voix, etc., etc. Les bonnes sœurs, elles, n'eurent rien à redire de leur nuit. Lors d'une interview, quelques années plus tard, le père Hayden témoignera avoir entendu un bruit étonnant, comme une sorte de veau, de gros chien, qui se vautrerait contre la porte de sa chambre toutes les nuits, ce à quoi il changea de pièce pour la dernière nuit, et la passa dans le dressing de feu Robert, où il n'y eut aucun bruit, comme si la présence savait son départ le lendemain. Un signe de l'au-delà. Un matin du mois de janvier 1895, John parlait affaires avec son agent dans l'ancien bureau de son oncle, quand soudainement des coups d'une violence extrême retentirent dans la pièce, empêchant ceux-ci de continuer la conversation. L'après-midi même, John se rend donc comme prévu à Londres et se fait renverser par un taxi. Il décédera sur le coup. À l'époque, les rumeurs disaient que quelque chose dans le manoir avait tenté de prévenir John de sa mort prochaine. L'héritage. 2. C'est donc le fils de John, surnommé Capitaine Stewart, qui hérite du manoir de Balkin. Mais celui-ci n'est pas fou et ne veut certainement pas rester dans le manoir hanté. Il décide donc de mettre en location le domaine familial, et bien sûr, il omettra de préciser que le manoir était hanté. Sympa le capitaine. C'est donc Howard qui louera le bien vers 1896 et s'y installe avec sa femme, sa fille et ses 3 garçons. Mais il y a aussi bien sûr le majordome Harold et 3 femmes de chambre. Et comme vous vous en doutez, les phénomènes vont reprendre de plus belle, et ce, chaque nuit. La famille Howard racontera qu'en plus des bruits, des vagues de froid glacial traversaient leur corps comme si une présence était là avec eux dans la pièce. Les draps étaient souvent arrachés du lit, des entités spectrales parcouraient les couloirs, c'est qu'ils sont farceurs les poltergeists. Ils entendirent parfois quelqu'un marcher en boitant. Alors pour la petite précision, le major Stewart était revenu des Indes avec une blessure permanente à la jambe, une balle perdue pendant la guerre. Faut dire aussi que la famille Howard organisait souvent des soirées mondaines où les invités restaient dormir au manoir et ça plaît pas en général. Je vous laisse deviner la suite, la famille Howard ne restera pas plus de 3 mois dans le manoir et décidèrent de mettre clé sous porte malgré les loyers payés d'avance. L'enquête. Un peu plus tard, le marquis de Bute entendit parler de ce manoir. Il faut dire qu'il n'est pas n'importe qui, puisqu'il est adepte de spiritisme et est vice-président de la PRS, la Psychical Research Society. Il financera donc une enquête sérieuse et proposera à mademoiselle Ada Goodrich Freer, on va l'appeler Ada, donc une jeune médium reconnue et réputée, de l'y accompagner. Début février 1897, le marquis invitera officiellement pas moins de 35 témoins afin d'y passer plusieurs nuits. Quasiment aucun de ceux-ci ne connaissent la réputation malsaine du manoir, et il n'allait pas tarder à la connaître. Dès la première nuit, des coups vont retentir, des cris, des bruits de pas. Au début, certains invités pensèrent qu'il s'agissait des domestiques déambulant dans les pièces, mais il était impossible qu'il en soit de la sorte, tant les bruits étaient nombreux. Le lendemain, les domestiques rapportèrent avoir entendu qu'un prêtre récitait son office, et ce phénomène persistera tout le long du séjour. Mais ce n'est pas tout. Les jours suivants, certains virent même un épagnol noir flotter dans les airs et disparaître dans le néant. D'autres apercevront des pattes ou des mains. Le 6 février, la médium Ada, le marquis de Bute, ainsi que certains convives vont participer à une séance de Ouija dans la bibliothèque. Devant eux se dresse un portrait d'une jolie inconnue et ils se demandent quel est son nom et ce à quoi le Ouija répondra par « Ishbel » à plusieurs reprises, ainsi que le prénom de Margaret. Une drôle de rencontre.
Le soleil couchant, Ada et quelques invités vont sortir prendre l'air avant le dîner. Il fait sombre et froid, nous sommes en hiver, je le rappelle, et soudainement, Ada va être attirée par la silhouette d'une nonne au visage effacé. Celle-ci s'arrêtera et se tournera vers notre médium pour continuer sa route derrière un arbre et disparaîtra. Le fantôme de la nonne va apparaître d'ailleurs quelques fois durant le séjour aux invités. Il faut tout de même préciser qu'après la séance de Ouija, les enquêteurs apprirent un peu plus sur la vie de Robert Stewart et qu'il avait une sœur qui était rentrée dans les ordres à l'âge de 35 ans. Celle-ci s'appelait Isabella Margaret. À une occasion, des témoins rapportèrent que la sœur était accompagnée d'une plus jeune nonne habillée en gris. Elles semblaient chuchoter entre elles, voire pleurer et se consoler l'une et l'autre. Les invités baptisèrent la plus jeune sœur Isabella et la plus âgée Margaret, donc deux entités distinctes. Un des chiens présents va d'ailleurs aboyer vers elle et montrer un endroit précis aux enquêteurs, qui vont d'ailleurs fouiller la zone, mais sans jamais rien trouver. Plusieurs témoignages ressortiront durant ce séjour, et tous les invités, excepté l'un d'entre eux, affirmeront que le lieu est bel et bien hanté. Fin de l'enquête. Après 3 mois d'enquête, les invités étaient fatigués et Mademoiselle Freer, donc Ada, était inquiète pour son petit chien Spooks, qui était devenu plus hargneux et n'arrivait plus à dormir la nuit. Une messe fut donc récitée au matin du 6 mai 1897 et une invitée fit remarquer à notre médium qu'Ishbel était présente dans le jardin. Elle est habillée en noir et le spectre de ce qui semble être celui de Margaret planait au loin. Après quoi, on n'observera plus jamais leur apparition. En 1899, Mademoiselle Freer sortira un livre, La hantise présumée de la maison B, qui décrira en détail tout le déroulement de cette enquête. Malgré les critiques du capitaine Stewart, le livre connaîtra une seconde édition la même année. La famille Stewart revendit la maison en 1913, en 1932 elle fut jugée inhabitable et en 1963, à l'état quasi de ruine, elle fut partiellement démolie. En 2009, les propriétaires firent construire une prolongation à partir des murs extérieurs et a été mise en vente ensuite. Elle fut baptisée Old Balkin. Et donc si on fait une recherche rapide sur Google, on fait Old Balkin, voilà, on trouve directement le site. Donc actuellement on peut louer, semble-t-il, le domaine, la maison en tout cas. Voilà, plusieurs. C'est très joli, hein, franchement, c'est très très beau. Voilà, amateur de paranormal, de sensations fortes. Alors, ils le disent pas ici forcément, hein, je crois que c'est pas une bonne idée, une bonne publicité, quoique. Là, je sais pas ce que ça veut trop dire, 6 sur 10, est-ce que c'est la cote, l'évaluation? En tout cas, c'est pas terrible. Si c'est, je pense pas que ce soit ça. En tout cas, il y a 5 chambres, price, le prix. C'est des prix voilà, qui peuvent paraître énormes, clairement, mais voilà, c'est actuel, c'est comme ça. Donc voilà, si vous êtes chasseur de paranormal, machin, si vous avez votre passe, si vous avez surtout de l'argent, hein, eh ben allez-y, dites-moi, faites-moi un retour, pourquoi pas. Voilà, en 2021, Old Balkin. Voilà qui se termine ici pour cette deuxième émission d'Histoire parallèle. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications des prochaines émissions qui vont arriver. Normalement d'ici donc lundi. J'essaierai donc de tenir le rythme de lundi, vendredi. Alors je voulais juste aussi jeter un petit mot. En fait voilà, il y aura d'autres formats de toute façon aussi. Là c'est une rubrique en plus des sentiers du réel, en plus des interviews qui existent déjà. Donc vraiment, Histoire parallèle pour moi est vraiment une rubrique qui m'inspire beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi elle me plaît à les monter, à les tourner. Et donc voilà, je vous proposerai encore d'autres formats bien entendu, on en reparlera bientôt. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle émission. Ciao!